Est-ce la chute du pétrole? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, avec toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les crypto-monnaies, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez données à étudier. On verra aussi s'il y a des nouvelles pépites qui rentrent dans l'indice PTDR. Voilà le programme du 25e épisode de l'hebdo de Ricardo, et c'est juste après le générique. C'est parti. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Et aujourd'hui, on va parler du pétrole, on va parler de la chute du pétrole, on va voir pourquoi il a baissé et pourquoi c'est pas seulement une baisse, mais plutôt pour moi un élément assez intéressant à regarder pour comprendre un petit peu mieux dans quel monde on est et dans quel monde on risque d'aller si, ma foi, il y a des niveaux qui sont cassés. Et on va essayer de creuser pourquoi le pétrole est si important dans la macroéconomie, en tout cas comme un signe précurseur de beaucoup de choses dans la macro, dans la géopolitique, etc. Voilà donc pour le pétrole, et puis ensuite on enchaînera rapidement avec les rubriques habituelles de la vidéo. On fera un point sur la macroéconomie, on verra un peu les 3 semaines depuis la dernière vidéo qu'on a faite, ce qui s'est passé, on verra toutes les décisions, tous les chiffres qui ont impacté les marchés. On verra ensuite dans la minute crypto qu'on a eu vraiment le flair, le bon flair, et que les émissions qui ont été faites dans cette chaîne ont été particulièrement perspicaces et avec un timing qui est... on n'a pas toujours la chance d'avoir le bon timing, mais là on l'a eu, et merci Valentin d'ailleurs pour ta participation à une de mes émissions qui a été très suivie. Et puis on enchaînera ensuite avec les indices, et on verra que le rebond qui a eu lieu depuis ces 3 dernières semaines était un petit peu prévu, on l'avait un petit peu vu, mais tout le monde avait vu, qu'on soit clair, tout le monde avait vu ce qui allait se passer. Maintenant c'est un peu plus diffus, un peu plus confus, on verra, on essaiera de faire une analyse la meilleure possible sur le sujet. On enchaînera ensuite avec vos valeurs qui sont vraiment extrêmement diffuses, diverses, et qui permettent de dire aujourd'hui qu'on a vraiment une émission très riche en contenu, parce que les valeurs que vous m'avez données sont vraiment très différentes, et on a des cas très particuliers pour chacune, donc c'est vraiment intéressant, puis on a beaucoup, donc ça sera une émission assez longue. Et on fera aussi un point, et ça se terminera là-dessus avec l'indice PTDR, les pépites à trader de Ricardo, où on aura une entrée, une sortie, et vous verrez que on n'est pas si mal que ça sur les valeurs qu'on a choisies depuis la rentrée. Je rappelle que c'était dans un cadre de crack boursier sur les small et mid en Europe, et c'est exactement ce que je vous propose comme valeur, et finalement le bilan est pas si mal que ça. Voilà, allez, c'est parti pour cette 25e épisode de l'hebdo de Ricardo, et on attaque directement avec la chute du pétrole. C'est parti. Et aujourd'hui on va parler du pétrole, la chute du pétrole, la fin du pétrole, voilà, c'est un peu putaclic, mais regarde, la chute du pétrole, vous allez me dire, bah ouais, mais Richard, pas une chute du pétrole, c'est une baisse. Ouais, mais on va regarder le graphique tout de suite et on va voir l'analyse que j'en fais déjà graphiquement, puis vous allez voir ce que j'en conclus, et qui me fait dire que c'est quand même assez révélateur que sur le pétrole il y a quand même quelque chose qui se passe qui est pas habituel. Allez, on va regarder ça tout de suite. Donc nous voilà sur le graphe du pétrole en hebdomadaire, sur une unité de temps assez longue. On a le crack du Covid ici, on a la remontée, etc. On a l'exagération de la guerre d'Ukraine, enfin en tout cas de l'attaque de l'Ukraine, et on a la correction ensuite assez logique, et puis un rebond. Et à vrai dire, c'est ici que ça se passe et qui me gêne beaucoup, qui me fait permettre d'avoir une interprétation assez intéressante que je vous demande de comprendre. C'est pour les novices, moi je vois il y a des gens qui sont toujours en train de critiquer les vidéos que je fais. Vous voyez pas les commentaires, je les bloque, mais c'est pour les novices, pour ceux qui comprennent pas quoi. Le pétrole, à vrai dire, c'est un révélateur de l'activité économique globale du monde, et du sentiment de crise ou de développement économique sur la planète. Et actuellement, on est plutôt mi-figue mi-raisin, je suis plutôt pour, plutôt contre, etc. Je monte, je baisse, etc. Ok, bon, ça y a pas de souci, on est d'accord. Vous remarquerez que ici c'était quand même assez propre au niveau point d'entrée pour aller récupérer tout ça. Ici c'est quand même assez propre pour se dire je vais retourner ici. Voilà, ceci étant dit. Mais ce qui me gêne, c'est la non-remontée du pétrole vu les événements qui se sont passés il y a assez peu de temps. On va regarder ça de plus près en journalier. Voilà, en journalier, ce qui se passe, grosse chute ici, ok, très bien, machin. Mais ce qui m'a énormément gêné, c'est le jour de l'attaque du Hamas sur Israël. Normalement, le gap qui est ici, c'est ce jour-là que c'est passé, lundi matin, ça ouvre ici. Ça doit pas faire le petite redescente, ça accélère un peu après, mais regardez, ça a retombé tout de suite après.
On a deux phénomènes actuellement qui sont assez importants. C'est en termes le pétrole est très dépendant de la géopolitique. C'est pour ça que c'est un actif qui est très difficile à trader parce qu'il dépend vraiment de comment va le monde, je dirais politiquement. Et il va pas très bien, hein. On peut pas dire le contraire. Et le rebond qui a eu lieu là, ce petit gap là, ici, il est tout petit quoi. Il est hyper faible. Et c'est ça qui me gêne, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas d'acheteurs, quoi. C'est-à-dire que cette tendance-là, elle a été retournée un peu parce qu'il y a eu cet événement-là en Grèce. Je veux absolument que ce soit la Grèce, en Israël, mais peut-être parce que les couleurs des drapeaux sont à peu près équivalentes. Et puis ça repart à la baisse assez rapidement, hein. Quelques jours de montée, et puis après ça repart à la baisse rapidement. On a les Russes, les Saoudiens qui arrêtent pas de dire qu'ils vont baisser leur production, qui baissent leur production, et ça n'influence pas du tout. Donc il y a une tension quand même à la baisse sur le pétrole. Alors pourquoi? Parce qu'il y a les Américains qui compensent, hein, qui vendent énormément de pétrole sur le marché, qui inondent le monde pour essayer de stabiliser les choses. Et je pense que ça durera jusqu'aux élections, parce que Biden veut être élu et être l'homme qui a réussi à retourner l'inflation qui était galopante fut un temps. Donc pour l'instant, moi je dirais que géopolitiquement on va vers ça. Ce qui est gênant, c'est que c'est toujours un combat un combat entre différents pays sur le prix du pétrole, etc. Ça veut bien dire une chose, et c'est là où le pétrole est vraiment expressif de ce qui se passe. C'est un, de la géopolitique, mais deux aussi de l'économie. Et on voit bien que ça ralentit. On voit bien que ça ralentit, même si on voit que les chiffres sont toujours plutôt pas mauvais. Hein. On va pas revenir sur la partie macroéconomique, même si on va la faire juste après, mais macroéconomie, c'est pas catastrophique, mais on voit les nuages arriver, on voit que ça ralentit, on voit que l'impact de la hausse des taux d'intérêt commence à arriver, et on l'a l'expression, je dirais, a posteriori, dans le prix du pétrole. Le pétrole baissera si nous avons une crise économique. Le pétrole ne bougera pas s'il n'y a pas de crise économique. S'il y a une expansion économique, il remontera. Voilà, donc il est quand même révélateur de l'accélération, de la décélération de l'économie mondiale, et ça a été de tout temps. C'est pour ça, je dirais, que nous sommes très dépendants du pétrole dès qu'on monte ou on baisse, je dirais, dans les économies, parce que ça interdit un pays de se déployer quand il n'a pas de pétrole dans son sous-sol. C'est pour ça que les Européens aujourd'hui cherchent à faire de l'électrique. Les gens comprennent pas pourquoi l'Europe veut faire de l'électrique absolument, mais simplement parce qu'on en a marre de payer et de donner beaucoup d'argent aux Saoudiens, aux Américains et aux Russes, et on peut pas dire que les trois que je viens de citer soient des gens qui nous veulent du bien. Ça, c'est mon avis. Et donc, à partir de ce moment-là, le pétrole, c'est quelque chose qui est assez intéressant à regarder et à observer. Voilà, je voulais faire juste cette petite idée-là que c'est parce qu'il y a un mouvement qui est pas spécialement violent, hein, puisque je crois que c'est de l'ordre de 20% depuis le haut là qui a eu lieu en septembre, mi-septembre à peu près. C'est pas l'ampleur, bon 20% c'est important, mais ce qui est important c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là. On a des baisses de production annoncées, faites, etc., qui auraient dû faire monter le prix. On a un conflit israélo-palestinien qui aurait dû faire mettre une tension sur les marchés et donc faire monter le prix. Et rien n'y fait, ça baisse. Ça veut dire que ça devrait baisser encore plus fort. C'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais tout devrait faire monter le pétrole et il baisse. Donc à partir de ce moment-là, c'est ça qui me fait dire cette chute, la fin, c'est pas la fin, le pétrole il y en aura toujours, mais on a un indicateur révélateur macroéconomique dans une matière première, c'est le pétrole. Le pétrole va vous dire, il y a de la tension géopolitique, enfin il va réagir à la tension géopolitique, ce qui fait qu'il est dangereux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il est assez indicateur de la macroéconomie générale du monde. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est en ralentissement. Alors je sais, les chiffres américains, le PIB est encore fort, etc. Ouais, enfin, ça va peut-être se calmer. Mais vous avez un baromètre super intéressant, quoi. Et c'est pour ça que le titre de cette vidéo est vraiment en corrélation avec ce que j'ai ressenti. Qu'est-ce qui se passe dans le monde et qu'est-ce qui est intéressant pour les gens qui commencent dans le monde de la bourse. Je dirais que là aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de regarder le pétrole, comment il évolue. Alors vous avez deux types de pétrole qui sont cotés, qui sont assez souvent. Alors il y en a énormément, hein, il y en a plein, mais qui sont cotés, qu'on suit généralement. Moi, je suis le Brent, qui est le pétrole de mer du Nord, hein, qui est le pétrole plutôt européen, hein, le seul qu'on a, qui se trouve entre guillemets, c'est entre les Anglais et la Norvège qui se positionne dans la mer du Nord. Et donc Brent, c'est
c'est les 5 lettres des 5 plateformes de pétrole qui extrait du pétrole en mer du Nord. Et puis vous avez le WTI qui est lui le pétrole américain. Alors ils ont un prix différent parce qu'ils ont des qualités différentes et puis ils se vendent à des prix différents parce que tout simplement ils ont des qualités de raffinage différentes et qui font que le prix est différent selon les pétroles. Mais voilà, les mouvements sont les mêmes, donc j'ai envie de dire c'est pas intéressant d'aller regarder l'un et l'autre. Vous regardez l'un ou l'autre. Bon, je suis en Europe, je regarde le Brent, mais ça change rien. Tous les mouvements qui se positionnent sur le Brent sont ceux qui ont lieu sur le WTI. Il y a assez rarement de rapprochement, il y a toujours un écart et ça bouge toujours de la même manière. Voilà donc pour le pétrole. Je voulais pas faire très long sur le sujet. C'était intéressant de parler du pétrole, puis c'est un sujet qui est vraiment qui déchaîne les passions. Hein. C'est un peu comme l'or. J'arrive pas à comprendre d'ailleurs pourquoi on se déchaîne comme ça sur l'or, sur ces matières premières-là. C'est des matières premières, c'est des actifs qui ont leurs qualités, leurs défauts. Et je trouve le pétrole a beaucoup de défauts, et c'est pour ça qu'il faut le regarder, l'observer, analyser ce qu'il dit et ce qu'il veut exprimer, mais en aucun cas, moi, je traderai le pétrole, mais il y a des gens qui vous le proposent et qui vous permettent d'aller investir ou non sur le pétrole. Il y aura peut-être un nouveau crack, comme on avait vécu pendant le Covid, qui faisait que c'était une opportunité phénoménale. Aujourd'hui, je suis pas convaincu que ce soit intéressant d'acheter à ces niveaux de prix-là. Vous avez vu que graphiquement, il y avait un point intéressant un peu plus bas. Ce sera peut-être un moment de rebond, mais ce sera peut-être aussi un moment où ça travaillera en latéralisation pour casser. Et si ça casse ce niveau, ça sentira mauvais pour l'économie mondiale. Voilà, c'était pour le titre du jour. C'était le pétrole et un petit peu ce que j'en pense et de comment on le regarde. On va enchaîner, si vous voulez bien, sur la partie macroéconomique. On enchaînera sur la minute crypto où on fera le point sur un petit peu tout ce qu'on avait vu et ce qu'on avait anticipé. Et puis, on aura aussi la partie indicielle pour voir un petit peu où on est rendu. On va attaquer tout de suite la macro et un point sur les 3 dernières semaines qui viennent de se passer. Ça a été très très intéressant et on va essayer de faire une compile très rapide sur le sujet. Alors, on revient mardi 24, depuis le moment où j'ai fait la dernière vidéo. Et la première chose qu'on a mardi, c'est les PMI. Les PMI en Europe qui sont... alors, à vrai dire, ils sont pas bons, puisqu'on est en dessous de 50, mais ils ne baissent plus. Ils ne baissent plus, donc on est plutôt sur un bottom. Alors, ce sont des prévisions, mais on peut considérer qu'elles seront bonnes. Et en tout cas... je dirais que ça commence à stabiliser, que ce soit en France ou en Europe, ça reste les moteurs de l'Europe, je le rappelle. On va enchaîner avec mercredi où on a vu des statistiques notamment sur le logement américain. Bon, ouais, globalement ça tient. J'ai regardé un petit peu sur l'ensemble de toutes les stats qui vont suivre derrière, c'est toujours pareil. Il n'y a pas vraiment de décrochage de l'immobilier américain, je suis assez surpris, mais bon voilà. Les taux n'ont rien provoqué sur le logement américain et sachez qu'ils empruntent toujours à 8% en hypothécaire, c'est quand même assez impressionnant. Et ils continuent, ils adorent ça. Ils sont quand même impressionnants ces Américains. La première grande nouvelle qui me paraît à retenir sur l'ensemble de la partie macroéconomique, c'est jeudi. C'était la décision de la hausse des taux d'intérêt ou pas, et évidemment on est en stabilisation, on va stabiliser, je pense que ça bougera plus, c'est mon avis, ça fait un petit moment que je vous le disais. On n'est pas trop mauvais là-dessus et voilà, je suis pas très devin, on va dire. Ça me paraissait tellement évident que il ne se passe que ce que je pensais et voilà, maintenant on est à peu près tranquille, sachant qu'on va voir que les chiffres de l'inflation sont assez, assez rassurants là aussi, même si on entend des choses diverses et variées. Faut faire attention à tous ces vents contraires tout le temps dans tous les sens. Moi, globalement, ce que je retiens, c'est que les taux ne montent plus, l'activité est plutôt bonne, l'emploi est plutôt pas mal, et globalement, enfin voilà, on n'est pas en crise économique, pas encore, en tout cas, même si je n'ai pas le sentiment que 2024 soit une grande année. Allez, le PIB américain qui est ici, 4,9, prévu 4,3, c'est impressionnant les États-Unis. Voilà, pour tous ceux qui racontaient que ça allait être la crise économique du siècle, voilà, encore une fois, une bonne raison de ne pas les écouter. Et tâchez d'être pragmatique dans ce que vous regardez, vous aurez toujours le temps de vous rendre compte que l'économie s'effondre si elle devait s'effondrer. La dernière chose qui est sortie, c'est la semaine de fin octobre, c'est les PCE. PCE, c'est l'inflation américaine, et on a quoi? On a une stabilisation de l'inflation, surtout sur la partie annuelle là ici. Donc voilà, sur 3,7 sur l'année, voilà, ça se tasse. Je vous avais dit objectif 3, entre 3 et 4, on y est. C'était depuis l'été et c'est depuis l'été et voilà, je suis assez content de mon analyse, elle était plutôt bonne. On verra la suite si ça veut repartir vers une inflation plus faible, et il faudrait pour cela
qu'il y ait un décrochage économique, ce que je pense souhaitent les banques centrales, notamment la banque centrale américaine. Le lundi, on va dire de la semaine à cheval sur octobre et novembre, le lundi, on a eu le PIB allemand qui est tombé, avec aussi son inflation. Et qu'est-ce qu'on voit? L'inflation baisse, on voit que le PIB est en négatif, mais moins négatif que prévu. Donc voilà, c'est le bottom. Pour moi, c'est le bottom. C'est le bottom où après c'est le grand run vers le bas, et je suis pas convaincu qu'on y aille vraiment. Toujours le même ressenti. Et puis ce qu'on a vu lundi, on a la même chose en France le mardi, avec un PIB qui est un peu meilleur, hein. Je répète que la France est un peu mieux que l'Allemagne, ça change de ce qu'on pourrait penser. Et puis on a l'Europe qui a sorti son inflation, et on passe en dessous de 3. Donc on est vraiment c'est un effondrement, hein. 4,3, prévu 3,1, on est à 2,9. Et on voit bien que c'est général, hein. Vous voyez, la France en avait prévu plus 0,2, on a plus 0,1, donc ça commence à vraiment baisser. Sérieusement, je pense qu'on est un peu plus ou moins en bas. On aura moins d'inflation en France qu'aux États-Unis, hein, parce que tout simplement on a moins de croissance aussi, enfin en France pardon, en Europe qu'aux États-Unis, parce que tout simplement on a moins de croissance embarquée en Europe qu'aux États-Unis. Et puis on voit la confiance des consommateurs. Les Américains, eux, ils voient rien, tout va bien, tout est beau, tout est rose, tout va bien. Le 1er novembre était férié, mais pas pour tout le monde, et en tout cas pas pour les statistiques américaines, il y en a eu plein. Les créations d'emplois selon l'ADP sont pas aussi fortes que prévues, mais bon, c'est une statistique qui reste toujours assez difficile à comprendre. On va voir que dans les chiffres suivants, l'emploi américain est toujours aussi costaud, même s'il y a un petit tassement, c'est quand même pas extraordinaire. La preuve, regardez le rapport Jols. Ici, il y a même pas de tassement, quoi. Enfin, c'est plus dans le rapport, c'est plus dans la dernière stat qui est celle du NFP qui est la plus importante, où on voit qu'il y a un tassement. C'est un tassement, c'est pas du tout une correction. Voilà pour ces statistiques. Puis l'autre nouvelle de ce 1er novembre, hein, c'est la décision de la Fed, hein, qui a effectivement maintenu ses taux. Bon, il n'y a pas de surprise, on le savait nous dans cette émission. On en était assez certain, et ça se réalise. Bon, voilà, maintenant on va attendre de voir quand est-ce que la Fed voudra baisser ses taux. Est-ce qu'elle voudra le faire? Moi je pense qu'on restera longtemps sur des niveaux assez élevés. Ça corrigera peut-être un petit peu en montant un peu plus haut, en baissant un peu plus bas, mais je suis pas convaincu que pour l'instant la Fed veuille baisser. On peut anticiper l'idée que ce sera en 2024, mais quand? Alors, franchement, on verra, hein, mais il faudra qu'il y ait des chiffres en conséquence pour que la Fed bouge. Et puis pour terminer la semaine, on voit aussi nos amis les Anglais qui maintiennent leur niveau de taux d'intérêt. Donc tout le monde se stabilise. J'ai cru voir aussi l'Australie qui faisait pareil. Bon bref, tout le monde se calme. Tout le monde plafonne à peu près à des niveaux entre 4,5 et 5,5 sur les taux d'intérêt, ce qui sont des taux assez hauts, mais pas extraordinairement hauts. Il y a eu beaucoup plus important dans les années 80-90. C'est un vieux qui vous parle. Et puis dernière statistique de la semaine, c'est l'emploi NFP effectivement. Le NFP, création d'emploi, donc 150 000 prévu 180, on vient de 297 000. C'est assez faible. On va aller voir un peu plus une courbe, ça va être plus parlant pour vous. Vous allez voir que ça se tasse, mais c'est quand même pas très fort. Donc voilà, la courbe en question, on voit bien la diminution tranquillement de la création d'emplois, mais c'est pas une catastrophe non plus. Moi j'ai envie de vous dire que pour l'instant tout va bien dans ce bas monde. Voilà pour les chiffres de l'emploi américain. Alors il faut quand même faire attention à ce que je dis, parce que si c'est pas mauvais, s'il y a un peu moins de création, c'est aussi parce qu'il y a un taux de chômage qui est très faible. On le voit ici, il est un peu remonté. C'est pas une catastrophe. Moi, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, tant qu'il y a de la création, il n'y a pas trop à s'inquiéter. On verra bien. Bon, je pense qu'il y aura quand même un tassement. Il y aura des décrochages à un moment donné, je pense, dans le début d'année 2024, peut-être pas. Bon, voilà, je suis pas pour l'instant très inquiet. On regardera les stats et on fera attention à ce qui se passe. Voilà, par contre, la bourse anticipera, hein, qu'on soit d'accord. Si elle voit une stat qui lui plaît pas du tout, elle anticipera à la baisse. Mais pour l'instant, elle a bien prouvé qu'elle s'en fout et que pour elle, il y aura rien de catastrophique dans les mois à venir. Pour la semaine qui vient de passer, écoutez, c'était beaucoup plus calme, donc on va passer très rapidement. On va dire que tout simplement, ce qui a mouvementé cette semaine, c'est les discours de Christine Lagarde et de Jérôme Powell, qui a été alors ça n'a pas été surprenant, mais je dirais qu'il a dit l'inverse de ces taux d'intérêt. Dans les taux d'intérêt, voilà, on bouge pas parce qu'on bouge pas, parce que c'est bon, ça commence à prendre forme. Et puis là, il a été dire un discours qui était beaucoup plus agressif et qui dit c'est pas fini avec l'inflation. Bon, on verra bien s'il a raison. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a des pays en difficulté qui commencent à redresser la tête.
Et c'est celui de l'Angleterre, c'est ce qui est tombé ce matin sur les stats. Et l'Angleterre, c'est un peu moins mauvais. Enfin, ils sont, voilà, le PIB, il est au-dessus de zéro, quoi. Donc l'Angleterre, ça va mieux. Je répète que l'Angleterre, je trouve que le nouveau Premier ministre est pas mauvais. Donc pour retenir globalement ce qui se passe sur les marchés, enfin sur la partie macroéconomique, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous avez les taux d'intérêt qui ont redécroché parce que, bah voilà, sentiment que les statistiques commencent à se calmer. On voit bien ce mouvement de ralentissement. C'est pas une récession, quoi. C'est pas une récession. Regardez, il y a pas de récession. Il y a des niveaux d'activité à zéro. L'Allemagne est à moins 0,1. C'est pas une catastrophe. Donc à partir de ce moment-là, les taux d'intérêt se tassent parce que c'est pas extraordinaire. Mais surtout, ils se tassent parce qu'il y a plus de raison de monter. On avait dit que 5, moi je pensais que 5,20 sur les taux 10 ans américains était le haut. À partir du moment où vous touchez les objectifs, il y a des gens qui vendent leur position. Donc vous avez une correction. On est retombé à 4,5 sur les taux américains. On a les taux européens aussi. Et les taux européens ne sont pas en accélération. Ils sont dans une sorte de couloir haussier lent qui prouve bien qu'aux États-Unis, on a une tension sur les taux qui est plus forte que sur les pays européens. Bon, je sais très bien ce que vous allez me dire. Il y a l'Italie qui est toujours très forte, mais c'est structurel l'Italie. À vrai dire, quand on retient ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va arriver sur une sorte de plateau, on verra bien. Une décision du marché d'emmener les taux d'intérêt vers le bas, bah, ce sera aussi une preuve de récession, en plus du pétrole. Vous avez vu que c'était intéressant sur le pétrole de parler comme ça. Et puis, vous avez, je dirais, globalement, on est entre deux feux. Il n'y a pas de décision de dire, ouais, ça va repartir super bien. Il n'y a pas de décision, ça va partir à la cave. Donc, on est observateur. Il y a une baisse économique, il y a des secteurs qui sont en forte tension, qu'on soit très clair, l'immobilier, on le voit bien en France, en Europe, qui s'est tendu, mais est-ce qu'on n'est pas rendu plutôt en bas? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un niveau de pricing de certaines choses basses? Bah peut-être. Moi je pense que l'immobilier classique a pas fini de baisser, mais c'est pas grave, quoi. Enfin, il n'y a pas de gravité en soi-même pour l'instant. Il y a des chiffres qui sont pas très bons, effectivement, mais c'est ce que cherche la Fed. C'est ce que cherche à faire la Fed. Elle veut ralentir l'économie pour que les taux baissent. Je vous rappelle, je l'ai déjà dit, mais je le répète, ce qui est important, c'est que les taux baissent rapidement pour que les releveurs de dette, notamment des États qui vont arriver très fortement en 2025, soit à des taux les plus modérés possibles. S'ils arrivaient à avoir un taux de 2,5, ils seraient super contents parce que ce serait un refinancement pas trop cher. Rester à 5, ce serait vraiment très compliqué. Donc pour l'instant, je dirais c'est de l'observation. On va attendre. Je pense que le marché va attendre la fin d'année. Le marché va laisser la fin d'année vivre sa vie. Et vous allez voir dans les indices, c'est un petit peu ce que je pense. Et puis le rebond qu'on a eu en début novembre me fait penser ça, mais pas beaucoup plus que ça. En tout cas, voilà ce que je pense macroéconomiquement. On tâchera de reprendre le fil de notre macroéconomie semaine après semaine. C'est beaucoup plus intéressant que faire toutes les 3 semaines parce que il y a beaucoup de choses à regarder. En tout cas, voilà, bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Ça gigote, mais il n'y a pas de phénomène très important. Il y a juste que le pétrole m'interpelle vraiment par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on va enchaîner avec la crypto-monnaie où on peut se satisfaire de ce que l'on avait vu il y a quelques semaines, mais aussi en début d'année. Allez, j'enchaîne tout de suite avec nos actifs numériques que sont les cryptos. C'est parti. Et la minute crypto, bah c'est aujourd'hui, ça va être simplement on a été très bon puisque je vais vous faire voir tout de suite le graphe de la situation actuelle sur les valeurs qu'on avait retenues dans une émission avec Valentin Demey. Je vous la remets ici parce que c'était vraiment le timing. Enfin voilà quoi. C'est à un moment donné. Enfin, on sent les trucs quoi, et c'était le moment d'y aller. Et aujourd'hui, bah, on ne peut que se féliciter, puisque bah, l'accélération qu'on vit sur les crypto-monnaies, elle est assez impressionnante. Et pour moi, c'est que le début. Voilà, donc on va regarder le graphe tout de suite. Je vais vous positionner deux choses. La première émission qu'on avait faite sur la crypto, et mettre de la crypto dans son PEA. L'accélération avait été immédiate en janvier. Et puis, on avait fait, avec Valentin Demey, on avait fait l'émission en septembre, au début septembre. Et bon, voilà, la suite, ça vous parle. Donc là, c'est la courbe des valeurs dont on a parlé dans cette émission. Bah, je vous invite à aller la voir. Et l'accélération qu'il y a eu à la suite. Sachez que si vous aviez acheté tous ces actifs numériques au 1er janvier, à l'heure actuelle, en moyenne, vous seriez à plus 100%. x2 sur l'ensemble de ces actifs. Donc ça c'est la première chose, on peut pas dire que le timing était mauvais,
me concernant sur ce sujet-là. Je vous fais voir la situation actuelle de tous ces actifs. Donc c'est Solana qui est, comme je disais, qui est la plus volatile, qui a le plus évolué, hein, qui tire le package vers le haut. Et puis on a Atom sur laquelle j'étais un peu plus négatif, qui tire vers le bas. Donc finalement il n'y a pas de surprise. Et on se retrouve dans une situation où même aujourd'hui, si le Bitcoin a tendance à corriger, enfin il a fait un excès autour de, je crois, alors là tout est affiché en euros, mais il faut regarder en dollars. Mais en dollars c'est monté à 38 000 $, là c'est retombé à 36 000, donc en euros ça correspond à 34. Mais si vous faites une moyenne, bon voilà, hein, globalement x2, c'est plutôt pas mal quoi, c'est quand même très très bien. Sachant que depuis qu'on a fait l'émission avec Valentin, c'est plutôt un plus 60 sur l'ensemble de ces actifs numériques. Voilà, on peut se féliciter, hein, on se rate, puis parfois on réussit bien ce qu'on fait, et là c'est vraiment très très positif. On va regarder globalement aussi les actions que j'avais sélectionnées en tout début d'année. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc voilà les actions qu'on avait choisies, il y en avait 6. Alors il y en a qui sont au tapis, hein, qui baissent, qui rebondissent pas, donc on n'y va pas, hein. Enfin en tout cas on attend des signaux de retournement sur ces valeurs-là, mais pendant ce temps-là, les deux préférés que j'avais et que j'ai toujours sont MicroStrategy aux États-Unis, hein, c'est la seule américaine dont je vous parlerai peut-être pour l'instant sur le sujet, mais on a plus 248 depuis le début de l'année. Northern Data dont je vous avais parlé en tout début d'année, qui est à plus 318, même si aujourd'hui elle a tendance à corriger. Ça reste celui qui avait suivi ça, et il est très gagnant. Et le package global est à plus 67. Donc la volatilité sur les actions par rapport aux actifs numériques est moins bonne. Bon, c'est simplement dû au fait qu'il y a quand même 3 valeurs qui ont fortement baissé sur le package que vous avez proposé. Alors si je vous dis toujours, hein, si ça va continuer à accélérer, on aura un retournement à un moment donné de ces valeurs, je sais pas lesquelles, je sais pas à quel moment. Ça reste dangereux, il vaut mieux prendre les valeurs haussières que les valeurs baissières par rapport à ça. Donc voilà pour l'analyse globale de ce qu'on a vu sur les crypto-monnaies. Donc voilà, c'est bon, ça accélère. On a l'Ethereum qui a monté très fort. On va la regarder tout de suite. L'Ethereum, il a monté très très fort cette semaine parce que tout simplement il y a un ETF qui serait validé sur l'Ethereum. Donc voilà, c'est en train de se démocratiser. Finalement, tout ce qu'on avait dit avec Valentin est en train de se réaliser, et on peut pas dire qu'on n'avait pas vu le timing se mettre en place sur le sujet. Et on va aller voir l'Ethereum tout de suite pour voir l'accélération, c'est assez phénoménal. Tous nos graphiques sont explosés, on va tout remettre au carré tout de suite. Donc voilà, en mensuel on en est rendu, on était, avant que je prenne un petit peu l'air, on était en bas, j'espérais qu'on aille toucher ici. Bon, moi je pense que maintenant c'est cuit, c'est mort, on n'y ira pas. De toute manière, je dirais que pour l'instant on est haussier, et que même s'il y a une résistance ici, on peut estimer que ça sera assez compliqué de retomber à la baisse, au moins dans un premier temps. Mais on va voir un hebdomadaire qu'il y a peut-être encore des choses à faire sur Ethereum. On est largement pas du tout encore dans un bull run, puisque le bull run pour moi c'est au-dessus du point où on est actuellement à 2091. Je parle en dollars. Je pense qu'il faut casser ça pour pouvoir aller plus haut, et pour l'instant on a bien accéléré, on est retourné dessus très rapidement, et on va regarder ça en hebdomadaire d'un peu plus près. Alors évidemment mon couloir ici il dégage. La petite résistance ici, elle a pas tenu. Voilà, c'est assez clairsemé, il y a plus grand chose au niveau hebdomadaire à retenir. L'accélération s'est faite. On espérait, moi j'avais fait mon petit scénario, on espérait revenir sur le 1455. Mais bon, avec l'annonce qui est tombée, c'est évident que ça a accéléré très très fort. Bon voilà, on a été un peu meilleur sur Bitcoin. Le scénario a été idéalement mis en place, pas sur Ethereum. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. On va quand même profiter un petit peu de cette réussite globale, et je dirais que pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est, à mon avis, on va agrandir un petit peu. Ce qui serait bien, c'est que ça vienne travailler tranquillement, et ensuite que ça casse. Et ici, vous avez un début de marché haussier qui se mettra en place. Donc ça peut encore corriger. Bon, je pense pas que ça aille très loin vers le bas, mais vous savez, les mouvements sont très erratiques sur les crypto-monnaies, donc ça peut être le cas, sans renier ce que je viens de dire. Moi, je reste convaincu que l'année 2024 sera une année de la crypto-monnaie. Ça a démarré en novembre 2023, vous vous en rappellerez. Voilà, donc par rapport à ça, par rapport à Ethereum. On va aller voir rapidement, si vous voulez bien, aussi le Bitcoin, de telle manière à faire le tour de ce qu'on est habitué à faire. Donc voilà le Bitcoin en dollars, qu'on soit d'accord. Bon voilà, l'accélération est très claire ici, il n'y avait rien à dire, tout va bien. On va les regarder en hebdomadaire un peu plus près ce qu'il s'est passé, et rappelez-vous, on avait fait ce scénario de 7 oblique où on a eu un petit pullback et une accélération ensuite. Bon voilà, c'est cassé, c'est parti vers le haut, tout est pété, et on va tout changer, on va mettre à jour tout ça pour être bien au carré. Voilà, donc bon, écoutez, pour l'instant on va observer, on a l'accélération, on va peut-être regarder en journalier, c'est un peu plus intéressant. Le Bitcoin, donc voilà, ici, bon, il y a eu l'accélération
qu'on a connu. On a cassé violemment cette résistance, donc là c'est quand même avec volume, hein, donc c'est révélateur de ce qui se passe, et puis ça achète, alors ça gigote un peu, mais bon, c'est globalement haussier. On va voir ce que ça donne, on va attendre les formes graphiques pour pouvoir trouver des points d'entrée si on n'est pas rentré dessus. Ça serait pas mal que ça revienne ici sur 32, 31 pour pouvoir faire ce qu'on appelle un pullback, et de telle manière avoir des points d'entrée assez évidents pour les investisseurs. Je reviens en hebdomadaire, voilà, donc on a clairement l'accélération. On fera attention, il y a peut-être des petites obliques qui sont en train de se mettre en place, on va en tracer une tout de suite. Voilà, elle est assez évidente celle-ci, regardez bien, elle travaille ici, elle travaille là, et ben regardez bien, ça a travaillé un petit peu dessus, mais c'est en train de la casser. Alors bon bah écoutez, on va peut-être pas revenir en bas, j'en sais rien. En tout cas, on a que des obliques et des supports, on n'a plus de résistance. Les prochaines résistances, elles sont, à mon avis, il y en a une ici, vers les 47 000, hein. On verra bien si c'est le cas, mais bon, pour l'instant, on va attendre de voir comment le graphe se met en place. Pour ceux qui sont en retard, bah écoutez, il n'y a plus qu'à observer et attendre de voir. On n'achète pas, ça s'appelle être FOMO, et il faut surtout pas le faire, c'est la meilleure manière de se faire dégommer et de pas avoir de plan. Voilà pour les crypto-monnaies. Bon voilà, hein, on va pas traîner plus longtemps dessus. C'est beaucoup de satisfaction de voir que sur la chaîne on avait bien vu le mouvement se mettre en place, on était bien dans le timing, et c'est ça qui est le plus dur, hein, c'est d'avoir un timing, d'avoir des opinions, et puis qu'elles se réalisent, et qu'on puisse tenir ses positions sur le sujet. Donc voilà, sur l'ensemble de ce que j'ai fait sur la crypto-monnaie. On suivra ça de près régulièrement dans cette minute crypto qui était un peu plus longue, mais voilà, on pouvait se féliciter de cette accélération sur les crypto-monnaies. C'est pour moi que le début d'un nouveau mouvement haussier sur l'année 2024 concernant les crypto-monnaies. Allez, on va enchaîner sur, si vous voulez bien, sur les indices, où là aussi il y a eu un retournement assez violent, hein. Je suis parti quelques jours en vacances et je vois que ça s'est retourné assez violemment. On avait fait un scénario, on va voir si là aussi on avait été perspicace. Darwin X Zero est le programme d'allocation de capital sans risquer le vôtre. Que vous soyez débutant ou expérimenté, profitez de Darwin X Zero pour devenir gestionnaire de capital en quelques semaines. Sans contrainte, ni objectif irréalisable, et quelle que soit votre méthode, l'essentiel est votre performance qui peut attirer jusqu'à 3 millions d'euros sur votre stratégie gagnante. Vous n'aurez aucun capital à apporter. J'ai bien dit aucun capital. Bien au contraire, c'est votre compte virtuel sur Darwin X Zero qui vous permettra de collecter 15% des bénéfices que vous réaliserez, tout comme dans un fonds d'investissement. Alors devenez votre propre gestionnaire de capital pour 38 euros par mois, c'est la solution idéale pour tous les traders qui veulent réussir sans risquer leur propre capital. Profitez d'une réduction de 10 euros sur vos frais d'inscription avec le lien qui s'affiche sur votre écran et que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Alors, au début du mois d'octobre, on a ce qu'on voit généralement, hein, c'est après une rentrée un peu difficile depuis 3 mois, on a un rebond technique qui pour moi patauge un peu dans la semoule sur le CAC 40 en tout cas. Je suis pas convaincu que ça monte beaucoup plus haut, mais enfin bon, on verra bien. On avait fait un scénario un peu plus haussier sur le sujet, mais bon, c'est pas fini puisque c'était un scénario sur la fin d'année. On verra bien si c'est le cas. On va aller voir en hebdomadaire, c'est quand même plus intéressant de voir où est-ce qu'on en est sur les scénarios qu'on pourrait faire sur la fin d'année. Et on avait fait, alors j'agrandis un petit peu, j'avais mis effectivement l'idée qu'on allait chercher le 6745, on a peut-être été le chercher en futur, mais pas du tout en spot, on a été chercher à 30 points près. J'avais dit ça alors qu'on était à 6009, bon voilà, c'était pas très ça me paraissait assez logique, mais on a rebondi assez fort et on voit bien que ça travaille ici, et je vous ai tracé une résistance. Alors ça veut dire je l'avais laissé, elle était toujours là, c'était un support qui est devenu résistance. Il va falloir que ça travaille, et puis il y a ce rounding top qui est toujours en cours et qui a toujours sa pertinence. Entre nous, j'espère qu'il aura pas raison, mais on verra bien. Et le scénario était de dire au rebond, bon donc voilà, on est déjà en train de faire la moitié du chemin, et encore un petit bout à faire, ça serait 6004 que j'avais mis. Bon, on verra bien, hein, je suis pas devin, donc on fait des scénarios, on essaye de voir s'ils ressemblent à quelque chose, et puis on les invalide si on a tort, et c'est comme ça qu'on fonctionne en bourse. Voilà pour le CAC 40. Donc le scénario, on peut dire que bon, globalement j'avais un peu raison, mais enfin il y a beaucoup de gens qui avaient pensé la même chose sur le sujet, donc c'est très bien. Il y a pas mal de traders qui ont pensé tous la même chose, un rebond technique. Je répète que je suis on peut avoir une bonne fin d'année pour finir tranquillement, mais par contre je suis pas du tout positif sur 2024, ça fait 2 fois que je le dis, même s'il y a 3 semaines que je l'avais dit, je reste assez dubitatif entre guillemets. Voilà, allez, c'est parti, on enchaîne sur un autre indice européen qui est le DAX. Je suis en fin de matinée ce vendredi, donc ça bouge un petit peu, mais on va aller voir le DAX tout de suite. Et le DAX, il nous a fait exactement le rebond là où on l'attendait. On l'a ici. On a encore un peu de chemin pour aller chercher ici, mais je crois voir une oblique. Je vais regarder ça tout de suite.
Bim, voilà, l'oblique, une oblique. Donc j'oublie la petite méchouillette là, mais ça a un impact. On verra bien. On verra bien si ça frotte, si ça retombe, on verra bien. En tout cas, je suis pas. Bon, ouais, c'est baissier, hein. Enfin, c'est baissier depuis le 1er août, hein. Le 1er août, c'est la note, le changement de note de Fitch à la note à la dette américaine, et depuis c'est badaboum, 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 badaboum. Ça corrige et ça fait maintenant combien de pourcents? Ouais, ça a perdu 11% en ligne droite. Bon bref, on va voir, hein, mais pour l'instant c'est en correction, c'est pas un crack du tout. C'est sur les smalls qu'on a eu le crack. On a un petit rebond sur les smalls hein, d'ailleurs, hein, mais c'est pas gagné, hein, c'est pas encore gagné, hein, c'est vraiment pas gagné du tout. Je suis même assez convaincu que on aura une nouvelle salve dans les semaines qui viennent, voire les mois qui viennent, mais en tout cas je pense pas que le mouvement soit terminé. Vu ce que j'en ressens. Mais comme je vous le dis, j'ai certainement tort, j'espère avoir tort même d'ailleurs, donc mais pour l'instant c'est plutôt comme ça que je vois les choses. On enchaîne avec les indices américains qui se comportent un peu différemment depuis bien longtemps. Alors Dow Jones, alors bien différemment, je veux dire, ils corrigent pas, hein. Vous avez vu, hein, les plus hauts, ils sont tout près, hein, voilà. Donc moi je dirais que je change de couleur. Ici, bah ça doit frotter, ça peut frotter, donc on n'en est pas loin, les objectifs sont pas très éloignés, on est à 33 900, c'est à 34 500, donc voilà, c'est pas très très loin. Il y a 500 points à aller chercher, ça représente 1,5%, c'est quasiment rien pour le Dow Jones. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi eu le rebond, hein. Merci Powell, merci la non-hausse de taux, et le rebond est ici, il est particulièrement pas... il est pas encore fort, quoi. Il est pas encore assez puissant, à mon avis, pour dire il y a un retournement de marché et on repart vers les cieux. Je n'en suis pas convaincu du tout. Pour l'instant, c'est du gigotage. Ça réagit bien là où on pensait que ça devait réagir. Bon, on verra si ça réagit ici aussi de la même manière. Ça voudra dire qu'on voit bien le marché et on en sera content pour ça, mais pas spécialement pour la suite des événements. Et on va finir avec le Nasdaq qui, lui, nous fait, comme d'habitude, toujours des surprises assez marrantes, mais j'ai pas le sentiment que nous ayons un dossier qui va remonter très très fort. Alors, il se trouve que mon biseau est invalidé, on va corriger le tir et on va modifier tout ça pour voir quel scénario on va mettre en place à partir de maintenant. Alors sur le Nasdaq, on est dans une situation c'est un peu compliqué. Ça me semble un peu compliqué de vous faire autre chose que ce que je viens de faire parce que je suis pas convaincu que ce soit pas une fausse sortie. Et si c'est une fausse sortie, on va réintégrer. Et on le saura ce soir à la clôture. Donc vous surveillez le niveau où on va être. Je vais dire que si on intègre les 15 000, autour de 15 000 le Nasdaq, ça veut dire que cette sortie était une fausse sortie. Et ça veut dire qu'on a des chances de repartir un peu plus bas. Mais tant qu'on est dans ce couloir légèrement baissier, on est en correction. Et le vrai niveau qui serait intéressant, faudrait peut-être qu'on le repère d'ailleurs, ce serait cette zone-là, quoi. Le 13 550. On va la noter, on verra bien si dans le futur, elle fonctionne. Et c'est comme ça que le petit bonhomme là, on va le mettre ici, et c'est plutôt en dessous que je serais vraiment négatif. Pour l'instant, c'est une correction classique. Tout ce qu'il y a de normal, je dirais, dans la bourse, ça monte et ça baisse, et pour moi, j'ai un peu de mal à voir pourquoi ça monterait encore, mais bon, on verra bien dans le futur. Voilà pour les indices, donc ça a bien rebondi, hein, je suis parti au moment où c'était le point bas, et je reviens au moment où c'est peut-être un point haut, donc on verra bien dans le futur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça reste très gigotage. Il y a pas vraiment de tendance claire. Il faut vraiment être très swing, très court terme sur nos investissements, sur nos achats. C'est vraiment la tendance de fond qu'il y a sur cette deuxième partie de l'année. Je pense qu'on est en redistribution, je pense qu'on est en train de... Certains jouent la baisse, certains jouent la hausse, et donc voilà, chacun positionne ses plans comme il le pense. Je suis pas convaincu que les États-Unis soient en train de s'effondrer, je suis pas convaincu non plus que l'Europe aille s'effondrer non plus au fond du trou. On est juste avec des tensions politiques, hein, faut pas oublier, tout le monde, il y a des gens qui pensent même à une deuxième guerre mondiale, troisième guerre mondiale. Ouais. Ça fait des années qu'on entend la même chose, hein, donc on verra bien. On surveille, on fait attention, on sait encaisser ses gains rapidement, et puis c'est comme ça que vous sortirez gagnant ou stable dans votre portefeuille dans ces moments-là de marché. On va enchaîner, si vous voulez bien, sur la deuxième partie de la vidéo, sur les actions que vous m'avez données. Vous m'avez donné beaucoup, et on va faire le tour de toutes ces actions. Il y a vraiment des choses intéressantes sur cette semaine. Il y a plein de cas différents qui sont que j'essaye de traiter assez rapidement, mais que j'essaye de traiter vraiment. Vous allez voir qu'il y a du dividende, il y a des actions qui baissent, il y a des actions qui montent. Il y a beaucoup de choses, vraiment une diversité de choses qui fait que cette émission est particulièrement intéressante pour ceux qui veulent voir des nouvelles actions et comment on les regarde. Voilà. Je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Tout de suite, le disclaimer, la biblio, comment faire pour retrouver les valeurs que j'ai déjà traitées,
et on enchaîne ensuite sur toutes les valeurs que vous m'avez données. Allez, c'est parti. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors avant de passer à vos valeurs, je vais vous expliquer comment fonctionne la biblio de Ricardo, la façon la plus simple de trouver les valeurs que nous avons étudiées dans les vidéos précédentes. Alors vous allez sur votre menu YouTube et vous tapez le nom de la chaîne que vous préférez, Fondamentalement Bourse. Elle apparaît assez rapidement ici. Vous n'oubliez pas de vous abonner et de surtout mettre la cloche qui vous permet d'avoir les notifications, sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Voilà, on va aller directement sur la chaîne tout de suite. Voilà, vous arrivez devant le menu que vous connaissez peut-être déjà et vous allez aller taper ici le nom de la valeur que vous recherchez pour savoir si j'ai déjà travaillé dessus. L'idée que j'ai c'est BNP, par exemple, une banque française. Et vous avez automatiquement la vidéo sur laquelle j'en ai parlé avec la date où ça a été fait. Sur ce cas-ci, c'était il y a 2 mois. Vous avez la possibilité ici de mettre soit le nom de la valeur, soit le code. Je vous conseille plutôt le code, parce que le nom de la valeur, parfois, il y a un tiret qui peut vous embêter, qui fait que moi, j'ai pas écrit de la même manière. Mais si vous mettez le code, normalement, si j'ai pas fait d'erreur de saisie, vous la trouverez. Et ça vous permet de voir l'analyse qu'on a fait. Pour aider l'algorithme à apprécier ma chaîne, je vous invite quand même à regarder toute la vidéo de telle manière à ce que je sois pas pénalisé. Et vous pourrez voir comme ça toutes les valeurs que j'ai pu étudier. C'est valable à peu près entre 3 et 6 mois. Après, vous pouvez me relancer pour faire une mise à jour sur la valeur que j'aurais déjà étudiée. Voilà, on va attaquer tout de suite les valeurs qui sont à étudier cette semaine, et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Voilà, puis regardez bien, avant de me proposer des valeurs, regardez bien si j'avais déjà parlé de la valeur dans le passé, dans cette fameuse biblio. Allez, on va attaquer avec le premier dossier que Jérémy m'a proposé, et qui s'appelle Lectra, et effectivement, on n'en a jamais parlé. Alors, Lectra, en mensuel, on fait toujours le point mensuel, donc c'est un beau dossier, on part de 5 €, on est actuellement entre, je dirais, on se promène depuis un certain temps entre 25, 20 et 40, 45. Donc si vous voulez, c'est celui qui a investi en bas, tout va bien. On va regarder vite fait les dividendes. Ouais, ça donne pas grand chose, donc il n'y a pas de stratégie dividende spéciale à faire. Vous verrez que dans cette émission, il y en a une qui est très intéressante sur le sujet. On a donc une évolution qui a été, il y a 2020 qui nous a donné un crash et puis qui nous a fait rebondir la valeur, à mon avis, trop haut. C'est trop cher. Et on corrige depuis de telle manière à retrouver peut-être cet oblique. Là, je vous agrandis ça très rapidement. J'ai vu ça. J'ai trouvé ça on est sur du mensuel, qu'on soit d'accord, et qui a l'air d'être pertinent. Bon, on verra bien. Ce qui veut dire que on serait dans une phase de rebond avec des objectifs qui pour moi sont déjà assez pour moi c'est déjà bien rebondi. C'est pas là qu'il faut acheter. Mais c'est une société, pour tout vous dire, c'est une société que je comprends pas. C'est un graphique que je comprends pas, c'est une société, j'ai du mal à comprendre, donc quand c'est comme ça, généralement je m'abstiens. Mais globalement, ce qu'il faut que t'entendes, Jérémy, c'est que quand je dis que c'est cher, ou quand je dis que c'est pas cher, c'est pas une notion de cherté ou pas de cherté. Les histoires de PER, c'est du flan, c'est n'importe quoi, les gens vous disent n'importe quoi sur ça, et puis je peux vous jurer qu'il y a des mecs qui vous font croire qu'ils sont vraiment compétents et ils le sont pas du tout. C'est pas un PER, ça veut rien dire, et c'est très relatif à vrai dire, et la relativité fait que ça complexifie la chose. Donc voilà, on vous donne un PER, puis on vous dit que c'est cher ou pas cher, et puis comme ça c'est simple, et comme ça vous vous faites bananer, parce que c'est pas du tout une analyse qui est approfondie sur le pourquoi du comment de la cherté du PER qui est attribué à l'entreprise. Lectra, c'est pas justifié d'être à ce niveau de prix. C'est pas justifié, c'est pas injustifié non plus, mais la cherté ou la non-cherté, ça donne la notion de potentialité. La potentialité, c'est quoi? C'est est-ce que ça peut monter? Alors là, on est actuellement à 27. J'enregistre ce matin avant l'ouverture, donc vous allez voir peut-être les cours bouger, mais c'est plutôt les pré-open, les prix avant ouverture qui bougent, si vous les voyez bouger pendant l'émission. À vrai dire, ce qui se passe, c'est que 27, c'est peut-être bien, ça peut monter à 35, 36, mais est-ce que ça peut monter à 50, 100, 200? Voilà, franchement, il y a rien pour ça, quoi. Il y a rien pour ça. Donc voilà, si tu veux jouer ce dossier-là, c'est du trading, c'est pas de l'investissement. Voilà, c'est pour ça que quand je dis que c'est trop cher, c'est assez cher. Moi, ça m'intéresse pas parce que moi, je cherche des choses pas chères, parce que quand ça part, ça peut partir vite, longtemps et haut. Voilà, enfin beaucoup plus haut que où je l'ai acheté. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la distorsion avec le prix où je l'ai acheté et la potentialité du prix futur. Et pour moi, Lectra, il n'y a pas de potentialité. Voilà ce que je voulais te dire, Jérémy.
par rapport à ça. Allez, on va regarder en hebdomadaire s'il y a des trucs à faire un peu plus sur une unité de temps un peu plus courte. Et j'ai trouvé des petits trucs sympas qui me font être vraiment très réticent en plus, je dirais, à court terme. Puisque on voit qu'il y a une oblique qui me semble pas trop bête ici, qui a été respectée. Il y a un rebond assez violent qu'on connaît, qu'on a vu grâce aux indices, hein. Et on a eu un flux effectivement acheteur, je dirais, on est dans la saison des rebonds, la saison de la redistribution de la fin d'année. Et pour moi, Electra, si tu regardes bien cette oblique que je te mets en pointillé, alors tu vas me dire, ouais, mais il y a 3 points. Non, le point là, il est pas fait. Le point, il sera validé que si ça retombe. Donc, moi, je trouve que c'est hyper dangereux d'acheter ça. Nous sommes en plus, j'aurais pu te la mettre là, tiens, je vais la dupliquer. Tu vois, il y a une zone là où ça a travaillé ici, ça a travaillé ici, il y a une oblique ici. Il y a beaucoup de raisons qui disent, c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment. Alors j'ai peut-être tort, hein. Demain matin, t'as une news qui change tout et qui fait que j'ai tort. Mais ça, vous le savez très bien. Ce que je dis, c'est au moment spot, c'est au moment où je fais la vidéo. Pour moi, tu as une oblique potentielle, je dis bien potentielle, qui se positionne ici. Tu as un niveau de prix qui doit se batailler. C'est pas le moment de rentrer. C'est trop tard. Dans ce rebond court terme, puisque je te rappelle que moi je suis court-termiste à mon avis sur ce dossier-là, il y a des petites choses à faire sympas, mais pas plus que ça. Alors ça peut évidemment travailler, casser et monter à 30, ce qui serait assez sympa, tu vois, ici, mais là il y aura une nouvelle zone de friction qui peut poser un problème. Voilà, donc moi je te le dis, pour moi Electra, c'est de la digitalisation, hein, on est dans le move, etc. C'est de la digitalisation plutôt industrielle, donc c'est super intéressant comme thématique. Mais c'est pas pour ça que je vais aimer chaque dossier. Et Electra, c'est un dossier que j'ai du mal à comprendre dans son mouvement graphique, dans les news, dans pourquoi on le valorise aussi cher. Voilà, j'ai du mal. Voilà Jérémy pour Electra. On va enchaîner avec François qui m'a parlé de Vetoquinol. On l'avait déjà fait, mais on fait une petite mise à jour sur Vetoquinol. Alors j'ai fait exprès de pas préparer mon graphe pour voir si on était pas mal dans ce qu'on avait prévu. Et je me rappelle bien que je vous avais dit que ici c'était une zone de friction et ma foi elle est assez intéressante et on ne sait pas si on va réintégrer en dessous dans le canal long terme que j'avais tracé ici. Ça bataille, ça rebondit parce que le marché a rebondi, mais ça veut strictement rien dire, hein. C'est un rebond des marchés, c'est pas un rebond de la valeur. Et donc Vetoquinol, j'ai envie de te dire, il y a pas grand chose de plus à dire. On va regarder vite fait les dividendes, ouais, ça que dalle, ça ne sert à rien de s'occuper des dividendes sur ce dossier-là. Et donc on va estimer que si tu passes en dessous ici 76. Si ça passe en dessous, faut faire très attention par rapport à ça. Donc pour moi, c'est avec le mensuel là, je sais déjà à peu près ce qui va se passer sur l'hebdo, mais on va enchaîner tout de suite pour que tu vois bien ce qui se passe. Mais pour moi, ça doit pas être un bon moment pour rentrer dessus, même en court terme. Voilà, donc j'ai laissé justement les petits bonhommes, les petits bonhommes positifs ou négatifs. Donc voilà, l'oblique que j'avais ici me paraissait intéressante, puis finalement, tu vois, elle a été mal travaillée. Passer au-dessus c'était intéressant et puis tu vois le crack des small, ça c'est le crack des small, qu'on soit clair, nous a invalidé pas mal de choses, mais ça tient. Cette oblique elle a perdu de son sens, on va la virer et je trouve que le point intéressant c'est ça, et on a un nouveau truc qui se présente à nous, je pense c'est ça. Voilà, donc je te déplace le petit bonhomme vert, si ça passe au-dessus ça va être intéressant. Moi je dirais que ça peut aller chercher au-dessus ici, à 92, mais t'es à 84, enfin après tu fais ce que tu veux. Et en dessous, ici, je déplace le petit bonhomme, on sera négatif, on verra bien ce que ça donne, mais voilà, pour Vetoquinol, ça me paraît pas plus intéressant. Alors c'est une entreprise intéressante, hein. Je vais aller voir vite fait les fondamentaux pour voir si on peut se mettre à jour dessus, s'il y a quelque chose qui a bougé sur Vetoquinol. Ouais, écoute, ça doit vous désœuvrer quand je dis ça. C'est trop cher. Ça m'intéresse pas, il n'y a pas de dynamique, ça peut remonter parce que ça a envie de remonter, mais ce sera ballotté par les marchés. Quand les marchés sont haussiers, ça rebondira et ça ira chercher une résistance du style de celle que je viens de te présenter ici. Quand ça se cassera la figure, ça ira en bas. Si ça veut aller un peu plus bas, ça ira plus bas. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'intérêt sur ce dossier. Voilà, on enchaîne. Merci François, et puis tu n'hésites pas à continuer à me donner des dossiers. N'hésitez pas à continuer à me donner des dossiers, parce que je trouve que cette semaine, vous m'en avez donné pas mal, et c'est ce qui fait que cette chaîne a de l'intérêt. Smine, un habituel de la maison, m'a proposé une valeur allemande qui s'appelle Rheinmetall, et qui, pour moi, est une société que je fuis, mais qui, faut avouer, qui a monté très fort, mais je dirais qu'aujourd'hui, elle a les mêmes symptômes qu'une autre valeur dont j'avais parlé il y a peu de temps.
Alors pourquoi je dis ça? Parce que Rheinmetall, c'est de la fabrication d'armes, hein, tout simplement. On est dans la défense. Alors la défense, c'est le mot gentil pour dire qu'on fabrique des bombes pour se défendre, mais on les fabrique aussi pour tuer des gens. Enfin des bombes ou des avions ou des missiles, j'en sais rien. Ça m'intéresse pas du tout. Donc je suis désolé, Smile, de te dire ça comme ça. C'est donc un secteur que je fuis pour des raisons éthiques. Je le dis comme ça, hein, mais j'en ai encore parlé il y a pas longtemps avec un de mes élèves. L'éthique, c'est essentiel. C'est un truc que vous sentez pas, qui est pas dans le move, qui est pas entre guillemets bienveillant, entre guillemets bien sûr. Moi je fuis et ça m'intéresse pas, et même si vous avez des gens qui vous expliquent qu'il faut regarder que les graphes, à un moment donné quand vous prendrez une calotte, vous comprendrez qu'il faut s'occuper de ce que fait l'entreprise et ce à quoi elle se consacre. Voilà, Rheinmetall, bon bah voilà, ça a monté très fort. Je vous fais même pas de dessin de pourquoi ça a monté ici, hein, ça s'appelle une guerre, la guerre d'Ukraine. Voilà, donc on est en mensuel. Il y avait une oblique plus ou moins bien tracée, assez ancienne, hein, puisqu'elle date de 98 là ici, qui a frotté légèrement. Puis bah oui, c'est reparti. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un pullback. Donc moi je veux bien faire rire les gens qui disent que je fais des trucs qui sont trop vieillots, mais n'empêche que le retour ici, il a été parfait. Donc c'est bien d'aller voir les graphes sur longue période, ça peut permettre de trouver des points d'entrée. Quand on est sur du haussier, ça corrige, c'est où que je m'intéresse, c'est ici, 141, tu seras à 272, tu serais presque à x2, et tu aurais fait un super trade sur une valeur que j'estime complètement inintéressante sur le côté éthique. Mais bon, il y a des gens qui s'intéressent à ça autrement, et je peux respecter l'idée qu'on n'est pas d'accord avec moi. Je t'ai mis ici vite fait, hein, en pointillé. Donc pointillé, c'est pas sûr. Il y a 2 points de contact, mais il y a 2 points de contact parfaits. C'est peut-être la fin de la hausse. Voilà, peut-être pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est la fin de la hausse. Évidemment, je suis pas du tout acheteur là-dessus, pas du tout. Si ça venait à travailler ici pendant quelques semaines, quelques mois et à casser, ce serait bien. Mais il faut, t'es relié à la géopolitique. C'est pour moi, c'est trop dangereux et c'est pour ça que ça m'intéresse pas. C'est des valeurs dites erratiques et qui m'intéressent pas du tout. Allez, en hebdomadaire, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est assez propre et on voit bien ici le comportement de vente. Là, c'est les gros qui font ça, hein. Ça vend par séquence. Ça vend, ça arrête pas de vendre. Les mèches ici doivent vous interpeller sur un graphe. Ça doit vous interpeller. Donc, bon, retour à 229 devient intéressant. Une nouvelle fois, on l'a déjà eu là, on a déjà eu des résistances. Alors franchement, celle-ci, elle est vraiment propre. Donc c'est vraiment le point d'entrée ici, autour de 229. Je te le mets en plus grand ici, par là, autour, alors 26, 29, etc. C'est là qu'on peut s'intéresser, mais fais attention aux événements du monde. C'est ça qui fait que Rheinmetall monte ou baisse. Alors l'accélération là, j'ai pas de date de quand est-ce que c'est la guerre israélo-palestinienne s'est remis en route, mais ça doit être ici. Et pour moi, bah voilà, tu es dépendant des événements du monde. Je te le dis quand même, hein, un cessez-le-feu, une signature de paix, machin, et badaboum, ça se casse la figure. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller sur ces valeurs-là. À mon avis, ce ne sont que mes avis, ce ne sont en aucun cas des conseils. Vous en faites ce que vous voulez. On va enchaîner, si tu veux bien, Smine, avec Heidelberg, que tu m'as proposé aussi. Et je vais essayer de faire toutes les valeurs aujourd'hui que vous m'avez tous proposées, ça en fait une quinzaine, donc c'est assez intéressant. Allez, on enchaîne avec Heidelberg. Alors voilà, Heidelberg sur une période assez longue, et on va rester un petit peu sur l'idée mensuelle, parce qu'à vrai dire, Heidelberg, c'est une société, en gros, que c'est un peu un Lafarge pour les Français. Donc c'est voilà, c'est du béton, c'est du granulat, etc. C'est un domaine dans lequel je m'y connais un petit peu dans mon histoire de vie, mais... Bon, Heidelberg, c'est une superbe ville allemande que j'ai eu l'occasion de visiter et je vous invite à aller la voir, c'est magnifique. C'est la région autour de Heidelberg, Mayence, etc. C'est très joli. Mais par contre, au niveau de la société Heidelberg, ça m'intéresse pas du tout. Ça s'appelle une value. Ça monte, ça baisse en fonction plus ou moins de l'économie. Bon, vous voyez que l'économie est pas si mauvaise que ça. Bah, c'est simple, hein, Smile. Hein. Ici, c'est plus intéressant. Voilà. Ça a peu de chances de passer au-dessus parce que c'est du béton, quoi. Enfin, c'est pas du tout adorable. Et entre nous, hein, attention, hein, fais attention à ce que fait la société. Est-ce qu'elle a pas des soucis avec le CO2, etc. C'est quand même ces sociétés-là ont des gros soucis avec la notion de CO2 et de production bas carbone. Et je te le dis quand même, je connais très bien Lafarge et je sais que c'est des soucis très importants et qui vont leur poser des problèmes divers et variés avec des investissements très lourds à venir pour pouvoir survivre. Et sincèrement, je suis pas convaincu. Mais bon, j'ai peut-être tort, hein, on verra bien. Allez, on enchaîne si vous voulez bien avec Stéphane qui m'a parlé d'une autre valeur allemande qui s'appelle One on One. Je crois que c'est One on One. Et on va regarder tout de suite ce qu'elle vaut et si elle est intéressante.
Alors voilà, c'est One on One, ouais, c'est ça. Et ou Und One, c'est allemand, mais voilà, on les connaît un petit peu, ils font de la pub à la télévision régulièrement. Bah voilà, je pense que j'arrive pas à comprendre qu'on me parle de dossiers comme ça. Il y a un petit rebond, hein, on le voit bien, mais tu vois, mensuellement, on passe de 4 à 70, on retombe de 70 à 10. Enfin, tu divises par 7 là. Hein. Bon, ça rebondit, ok. Et ce dossier-là, bah, il y a pas d'intérêt, quoi. Tiens, je vois un truc, je vais te le rajouter tout de suite. Ouais, en préparant l'émission, j'avais pas vu ce niveau de support autour de 9-10 qui a bien rebondi. Alors, franchement, pour du trading, c'est très sympa, mais fondamentalement, je t'ai dit, hein, j'étais voir. Hein, il n'y a aucun intérêt à ce dossier-là. S'il est retombé de là où il est arrivé, c'est pas par hasard. Alors, on va aller voir en hebdomadaire s'il y a des choses intéressantes à regarder. Alors en hebdomadaire, eh ben c'est assez simple. Je t'ai mis pas en pointillé parce que je trouve qu'elle est assez pertinente grâce à ici. Tu vois, je sais pas si tu fais attention, je t'agrandis un petit peu, mais grâce à ici où ça travaille bien, ça retravaille ici. Et surtout, parce que j'agrandis ici, t'as vraiment un refus très clair. Donc un refus très clair, puis en plus il y a ce niveau de prix là qui a été travaillé par ici, un petit peu ici, et qui a l'air de vouloir être travaillé là. Donc pour moi, c'est plutôt retour vers un autre niveau. Ce sera peut-être celui-ci. Enfin voilà, tu verras bien. Mais pour moi, c'est pas un niveau. C'est surtout pas un niveau où il faut rentrer. Comment te dire ? C'est pas un dossier sur lequel je m'intéresse moi. Et je trouve que techniquement, bah, c'est surtout plutôt un moment où il faut se retirer du dossier et attendre. Mais fondamentalement, je n'attends rien d'un titre pareil. Ah, c'est mon avis. À l'instant T, je répète, ce n'est que mon avis. Ce n'est surtout pas un conseil. Voilà Stéphane pour One on One. Et puis tu m'as demandé Alten aussi. On va aller faire Alten rapidement. Un dossier français intéressant. Voilà Alten, on va regarder vite fait les dividendes, ce que ça donne. Bon, pas grand chose, pas d'intérêt. On s'en fout. Alors, si on regarde bien graphiquement, bah, j'ai tiré une sorte de grand couloir long terme où ça a buté un niveau. Finalement, quand tu regardes bien, bah, c'est pas trop bête d'avoir buté là. En même temps, celui qui avait acheté, je sais pas, par exemple à 19 et qui vend à 160, je pense qu'à 160, il peut commencer à se poser des questions. Mais faut-il savoir faire du fondamental ? Fondamentalement, c'est une belle boîte. Elle a eu de la progression, elle a changé de dimension de manière assez régulière. Moi, je trouve qu'elle est plutôt sur un palier. Même si elle annonce des chiffres intéressants, faut les réaliser aussi les chiffres. Hein. Moi, je suis pas tout à fait convaincu que ce soit le cas. Je suis plutôt baissier sur Alten. Je suis pas fan. Alors baissier veut pas dire que je pense qu'il va s'effondrer. Plutôt aller rechercher le bas du canal. Ce sera peut-être les points d'entrée intéressants au niveau long terme. Si tu adores Alten et que tu trouves que c'est la meilleure valeur sur le marché, c'est pas trop mon cas en ce qui me concerne. En hebdomadaire, voilà ce qu'il y a. T'as le rebond, bah parce que voilà, le crack, le rebond, etc. Et qu'est-ce qui va se passer là ? Hop, j'agrandis. Ici. Donc je te la mets en pointillé, ça peut faire un troisième point de contact et continuer à les retravailler en bas. J'ai envie de te dire, voilà, pour les court-termistes, le niveau ici, hein, le niveau de 100 euros, me paraît pas trop mal, ça peut y aller, enfin voilà, c'est des suppositions que je te mets, hein, tu en fais ce que tu veux. On verra bien dans le futur. Moi, je suis pas très fan d'Alten. Tout le monde l'adore. Bah non, moi, je suis pas en adoration. Je regarde les chiffres. Elle est pas spécialement chère, mais elle est pas spécialement pas chère. Et je trouve qu'il y a pas de peps. Il y a pas un grand peps. Alors, elle baissera pas énormément si elle tient ses chiffres. Elle sera peut-être remontée à 170 et tu seras super content de dire que j'ai vu tort. Moi, je suis pas très fan. Donc j'attends plutôt. Ce serait plutôt intéressant sur un stress de marché d'aller sur 80. Ce serait assez sympa, même si je sais, ça fait 30% de baisse. Mais t'as remarqué qu'elle a déjà su le faire dans le passé. Voilà. Donc Alten, beau dossier où je suis neutre, on va dire. On va dire que je suis neutre. Je suis plutôt baissier en ce moment, mais je suis pas un grand baissier sur l'histoire. Allez, on enchaîne. Merci Stéphane. On enchaîne avec Alain qui m'a relancé sur un dossier, c'est très intéressant ce qu'il m'a dit, sur Avenir Télécom. Alors, Avenir Télécom, je te remercie de me l'avoir dit parce que je l'avais mis dans les... Non, elle était dans l'indice MDR. Je rappelle que l'indice MDR, c'est l'indice des pires valeurs françaises et on fera une mise à jour en fin d'année sur le sujet. Je l'avais enlevé parce qu'il y avait eu un achat, il y avait eu un rebond, il y avait eu des nouvelles assez intéressantes. Il y avait surtout un achat du dirigeant. Bon bah voilà, faudrait que je refasse un point sur la notion des dirigeants d'ailleurs. Quand ils achètent des actions, je vous le dis comme ça, mais c'est très simple la conclusion sur le sujet que j'ai depuis des années, c'est que n'achetez pas parce qu'un dirigeant achète, ce sont des...
j'allais te dire une insulte. Ils sont très mauvais en trading et en analyse fondamentale de leurs propres actions. Donc ne vous fiez pas à ça. Parfois ça monte, parfois ça baisse. Et là c'est le cas, ça a rebaissé. Bon bah voilà, ce que je te propose, c'est qu'on la remette dedans dans l'indice des. Je vais regarder vite fait fondamentalement avant de la remettre, mais il y a de grandes chances que je la remette. En gros, c'est pas parce que je l'enlève de l'indice MDR qu'il faut se jeter dessus comme des morts de faim. Hein. Vous remarquerez que les tendances baissières, elles sont dures à retourner, et c'est le cas actuellement. Donc voilà, je te mets juste à jour, Alain. Je te remercie de me l'avoir souligné parce que je crois qu'on l'avait enlevé plus ou moins avec cette accélération. Bah finalement, hein, toi, ça a payé. Ici, hein, ça a été clair. Puis bon voilà. Dossier sans intérêt, c'est pas parce que je dis un truc, j'enlève des MDR qu'elles deviennent des bombes atomiques. Je pense que jamais je mettrai une valeur MDR dans l'indice PTDR. Je pense que c'est pas, on bascule pas de la daube à l'avion à réaction en claquant des doigts, parce qu'il y a plein de contraintes économiques et financières qui font que c'est pas possible. Voilà, donc pour Avenir Télécom, je te remercie. Et puis tu m'as parlé aussi d'Air France, on va parler vite fait d'Air France, on va passer vite fait dessus. Alors mensuel, Air France, ok, ça rebondit un petit peu là tout. Bon bref, vous avez compris quoi, c'est une daube, puis c'est tout quoi. Faut arrêter avec Air France. On se met en hebdomadaire vite fait pour voir. Je t'ai tracé des petits trucs là. Ok, il y a une oblique ici. Alors attends, j'agrandis. Hop. Ok, il y avait un couloir. Vous avez vu le crack qu'il y a eu là de 18, on est tombé à 10 quoi. Divisé par 2. Alors elle rebondit, elle est sortie de l'oblique a été cassée, elle a été bien cassée, il y a les traders qui y vont, ça va peut-être monter à 14, on sait rien, enfin je vous le dis quand même, Air France c'est l'État. Et les entreprises étatiques, les EDF, les Air France, faut pas aller là-dessus, quoi. Faut pas aller là-dessus. Moi, fondamentalement, je dirais. J'ai tradé ça dans le début, où je croyais que c'était intéressant de trader des machins comme ça, parce que ça bouge beaucoup. Mais c'est pour les traders, faut laisser ça aux traders. Les investisseurs, ça les intéresse pas, il faut pas que ça vous intéresse. Voilà pour Air France, donc désolé, je fais très court sur Air France, mais pas d'intérêt. Alors évidemment, t'as les niveaux que j'ai mis, t'as un niveau ici à 14 qui apparaît assez intéressant. Voilà, je sais pas si c'est le bon moment pour acheter, tu peux te faire refouler, parce que regarde, il y a une zone de travail ici, ce soir ça peut finir là, et puis hop, retomber. Moi je te le dis, c'est baissier, et Air France, c'est à tous les niveaux, c'est une catastrophe. Voilà mon ami Alain, et on va passer à Patrick qui m'a parlé de Norsk Hydro, un dossier norvégien. Alors Norsk Hydro, j'ai du mal, donc norvégien, et on est chez un gros faiseur d'aluminium, donc on est sur une valeur qui dépend des matières premières, et donc qui ne me plaît pas pour ces raisons-là. Je ne suis pas acheteur de sociétés qui sont influencées par les matières premières, puisque les matières premières sont elles-mêmes difficiles à comprendre. J'ai fait une vidéo dessus. Je vous invite à aller la voir. On a chez Norsk Hydro, on a un gros décrochage en 2007-2008 ici là, qui est vraiment gigantesque en mensuel. Donc je suis pas convaincu que ce soit la vérité de ce qui s'est passé dans la société. Mais bon, comme c'est trop vieux, et puis moi en 2007, j'étais dirigeant de société, j'étais dans le private equity, j'étais pas, je m'intéressais à la bourse, mais j'étais pas assez pour regarder tous les dossiers. Je vous le dis, je sais pas ce qui s'est passé là. Ce qui est intéressant, c'est que graphiquement, ça respecte. Et ça, c'est ce qui prouve que là, c'est très perturbant. Parce que pour moi, ça, c'est un split qui aurait pas été mis dans le graphe, mais ça aurait pu être un décrochage. Le premier du mois d'octobre. Alors, bon, c'est pas très grave. On voit que graphiquement, c'est assez propre. On voit le niveau de blocage. Alors, on est en couronne norvégienne. Vous faites attention, la couronne norvégienne est repartie à la baisse fortement. Donc, attention à la Norvège sur le caractère monétaire. En 87, là, c'est vraiment bloquant. On voit que ça travaille ici. Ça revient plus ou moins, ça repart à la baisse. Mais c'est pas ça que je vais te dire sur ce dossier-là, puisque bon voilà, tu as un point d'appui ici autour de 52. Mais est-il intéressant? J'agrandis un petit peu parce que je sais que parfois la vidéo est trop petite. Donc ici 52, c'est un point où il peut y avoir des rebonds, mais bon, je te dis, en plus la monnaie elle va pas très bien en ce moment, donc méfie-toi sur la Norvège de nouveau. En hebdomadaire, c'est un peu plus clair, enfin clair ou pas clair pour les novices, mais on a un niveau ici de frottement à 67 qui a été très clairement touché à plusieurs reprises. Donc là, on voit bien que ça a buté. Je l'ai tracé avec un pointillé, je suis pas bien sûr de mon truc. Ça peut bloquer aussi ici, ça peut bloquer de nouveau à 67. Et tu as une oblique ici qui est super intéressante. Si tu la casses, tu iras chercher 52 et le 52 sera le dernier niveau auquel il faut s'intéresser. Alors ça peut aller ici puis rebondir après, mais globalement la question c'est est-ce que c'est une bonne entreprise? Alors oui, c'est une belle entreprise,
Mais on est dans l'aluminium. L'aluminium, je rappelle que c'est un des métaux. Alors il y a plein de qualités l'aluminium. On n'est pas là pour faire un cours sur l'aluminium, mais il y a un gros défaut, c'est qu'il consomme énormément d'énergie. Ça c'est la première chose. Et puis qu'il est très dépendant de la demande mondiale et qu'aujourd'hui la demande elle est pas terrible. Moi, je pense que l'aluminium n'a pas d'avenir. C'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Après, vous allez me dire, tu sors ça d'où? Bah, je sors ça du cyclisme, où on a été des fans dans les années 90 des vélos aluminium. On s'est rendu compte de tous les défauts que ça avait. Ça a plein de contraintes. C'est vraiment pénible. Moi, je suis pas du tout convaincu que les voitures en aluminium, ça vive bien, parce que je peux vous jurer qu'en cyclisme, tous les sportifs ont arrêté l'aluminium pour d'autres choses, un fibre de carbone au titane, parce qu'à vrai dire, l'aluminium, ça travaille très mal dans le temps, ça vieillit très très mal, ça devient souple. Enfin, c'est une catastrophe. Je dirais, les physiciens, les gens de la physique, etc., ils pourraient l'expliquer mieux que moi, mais bon, globalement, moi j'ai une expérience de vie qui me fait dire que c'est bien pour faire des canettes de coca, mais ça s'arrête là. Voilà, donc pour moi, North Hydro, c'est, à vrai dire, c'est un dossier à fuir. Pour moi, c'est à fuir, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Et ce n'est que mon avis, je le répète souvent, je sais, mais je suis obligé de le faire. Voilà, désolé Patrick de te dire ça, mais n'hésite pas à me donner d'autres dossiers. Merci pour ce dossier norvégien, il y en a plein d'autres, mais celui-ci, je suis pas fan du tout, pas fan personnellement. Pierre-Henri m'a demandé un dossier, très intéressant les dossiers que tu m'as demandé Pierre-Henri, donc on va s'attarder sur ce que tu m'as dit, on va aller voir SMA Solar. Alors voilà SMA Solar en mensuel, donc qu'est-ce qui se passe SMA Solar? On avait un couloir ici qui était très bien respecté, ici qui a été cassé vers le haut, on est revenu dessus une première fois. On est rebondi, on est revenu une deuxième et on a cassé vers le bas. Et on a été chercher un niveau qui est assez intéressant ici, sur lequel il y a eu un rebond. Et donc SMA Solar, on est mensuellement peut-être sur une zone de friction qui permet un rebond technique qui est en train de se faire. La question c'est est-ce que j'aime bien SMA Solar? Et je vais vous donner une réponse qui est assez intéressante, mais avec mes élèves, nous étions sur SMA Solar depuis longtemps. Plutôt fan du dossier sur 2022 et début 2023 et on a été pas trop mauvais, on a compris ici que ça commençait à être un peu cher. Alors t'as le niveau ici, hein, regarde, on était déjà monté à 100 en 2010. On est revenu à 110, mais il y a plus de gaz parce que les news se sont retournés sur la valeur et il fallait fuir et on a fui et on a bien fait de fuir. Et c'est le graphique qui nous a parlé, c'est les news qui nous ont parlé, et on a eu raison, donc voilà, félicitations à tous mes élèves qui ont pu profiter de ce mouvement sur SMA Solar qui était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. La correction est tout à fait normale, fondamentalement, c'était devenu trop cher, et les perspectives sont pas aussi bonnes que prévu, donc il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Voilà, moi, j'ai été acheteur plus ou moins par là, je crois, et j'ai été vendeur plus ou moins par là, donc c'est très bien. Maintenant, ça corrige, j'attends. J'attends parce que ça peut parfaitement descendre ici, sur cet oblique-là, ici, ce serait pas débile. Alors, ça peut rebondir, fort, j'ai tort, etc. Mais SMA Solar, je suis devenu frileux, parce que l'avenir me semble pas aussi rose que ce qu'ils nous ont vendu jusque ici. Voilà, donc il faut savoir lire les news, il faut être actif. C'est pour ça que je suis un anti-stratégie passive, un anti-DCA, un anti tout ce que vous voulez, parce que c'est du n'importe quoi tout simplement. Voilà, mais je te remercie Pierre-Henri pour ce dossier, et puis on va faire rapidement Worldline. Worldline qui est une valeur, je vais vous le dire, en début d'année 2023, donc par ici, j'étais plutôt très intéressé par le titre. Alors je suis jamais rentré dessus parce que j'ai jamais eu l'opportunité graphique de le faire. J'ai jamais eu les news qui m'ont plu. Mais je pensais vraiment que Worldline était le dossier rebond de l'année. Et il s'avère que dans le paiement, c'est une catastrophe quoi. C'est tout simplement une catastrophe. Il n'y a pas que Worldline, hein. On a eu Adyen qui nous a fait un rebond de fou cette semaine. Adyen devient intradable, hein, qu'on soit clair. Moi, je sais pas gérer des grands trous de cotation comme ça, voilà. Donc Worldline, c'est un cas différent. Worldline, c'est d'abord le rachat de Ingenico, une super entreprise française, technologique, etc. Puis on voit bien que la fusion ne prend pas. Je vous le dis comme ça, hein, mais moi je reste très négatif sur une autre société qui a fait une grosse acquisition, qui s'appelle Téléperformance, et qui me donne raison tous les jours dans ce qu'elle fait graphiquement, et puis en termes de tendance baissière qu'elle a enclenchée depuis longtemps. Elle était quand même à 400, elle est maintenant à 100. Worldline, c'est pareil, on est à la cave, il n'y a aucune raison que ça continue pas.
On a touché les plus bas, enfin il y a rien quoi. Tu vois, t'as le graphe, il y a que du rouge. J'ai même pas envie de te faire voir d'hebdomadaire, ça a aucun intérêt. Worldline, merci, bonne journée, au revoir. Il y a d'autres choses à faire ailleurs. Il y a des dossiers beaucoup plus intéressants en Europe que celui-ci. C'est triste, hein, mais il y a beaucoup de sociétés françaises qui ont pris des grandes claques ces derniers temps. Il faut s'alerter. Un marché nerveux qui fait faire des effondrements de cours, c'est un marché qui est en difficulté. Hein. Faut quand même l'entendre ce que je dis. Marché en difficulté. On sent que le marché prévoit, même s'il a rebondi, etc. Là, je vous le dis, 2024, je suis pas fan. Voilà pour Worldline. On va enchaîner avec un dossier que tu m'as donné, Pierre-Henri, et qui est super intéressant pour un sujet. Et il s'appelle Mercedes-Benz. On a fait beaucoup d'allemands aujourd'hui, mais c'est pas inintéressant du tout. Alors, pourquoi ça m'intéresse Mercedes-Benz? Je te le mets sur une grande unité de temps. On a un niveau autour de 20-22 qui est vraiment niveau bas. Il y a 50 qui peut être refrictionné très rapidement. Je t'agrandis ici. Donc on est en mensuel, hein, qu'on soit clair. Et on a le niveau 76 ici graphiquement. On est sans les dividendes et il faut analyser les graphes, évidemment. Sans les dividendes, c'est là où tu prends tes décisions. Et il était quand même pas bête de vendre autour de 75 balles, quoi. Franchement. Donc, zone d'achat potentielle, s'il n'y a pas une grande crise économique, c'est effectivement 50 euros. Mais ce que je voulais dire sur Mercedes-Benz, et nous avons un nouveau dossier super intéressant pour les dividendes, parce que quand vous mettez des dividendes, ça c'est autre chose. Parce que quand vous achetez les points bas du marché, ici, c'est 17 à peu près là. Alors là, on est en patrimonial. Hein. Vous irez voir la vidéo que j'ai faite sur les dividendes, vous allez voir que tout y est expliqué, et vous verrez qu'elle est très instructive. Tu as, en termes de patrimoine, tu passes de 17 à 75, je te fais pas de dessin, t'as compris. 1 x 5, donc ça c'est intéressant. Donc il faut intégrer la notion de dividende dans une stratégie d'investissement long terme sur Mercedes-Benz. Est-ce qu'il faut être acheteur? J'ai envie de dire oui. Quand? C'est la grande question, mais je pense que le niveau ici, toujours 49, il est super intéressant. Alors pour étudier les graphes, on enlève toujours les dividendes, et donc c'est ici que ça se passe. Alors, attention, hein, si ça part en dessous, tu te sauves. On va regarder en hebdomadaire rapidement. Voilà, tu vois, il y a cette bougie d'accélération vers le bas. Ça aurait dû travailler un petit peu ici, ça l'a pas fait. Donc je pense que ça gigote un peu, ça rebondit pas fort, alors que le marché est plutôt au rebond. Ça va aller vers le bas. Donc je suis pas sûr que actuellement Mercedes-Benz soit le meilleur dossier au niveau de l'automobile. Il y a, je pense, des trucs un peu plus intéressants à faire sur l'automobile, même si c'est un secteur globalement qui m'intéresse pas. Bon, franchement, au niveau stratégie dividende, c'est pas mal. Allez, on enchaîne avec un nouveau titre que Eric m'a proposé, qui s'appelle Altarea. Alors, Altarea, on est sur de l'immobilier, on est sur la promotion immobilière. Bon, voilà, hein, les taux d'intérêt font effondrer tout, tout est en effondrement, on le sait, on entend tous parler de ça. Le dividende est intéressant dans ces stratégies-là, même si on va pas s'intéresser au dossier pour l'acheter, mais tu vois, le dividende fait qu'il y a une grosse variation quand même de la courbe de patrimoine, hein, c'est clair, c'est plutôt intéressant, mais tu vois bien que celui qui a acheté ici, il a tout rien gagné, ça fait 10 ans qu'il est dessus, hein. Donc ceux qui veulent pas vendre, même si parce qu'ils ont des stratégies super long terme, c'est bien. Je vous rappelle que la plupart des gens qui rentrent en bourse, c'est autour de 35-40 ans, et au bout de 10 ans, t'as rien, t'as 50 ans, tu te dis dans 10 ans, enfin bref, les unités de temps, les gens, devraient faire attention à ce qu'ils font. Voilà, donc Altarea, très simplement, on est effectivement dans un move pas du tout bon, tout est négatif, tout est pas bon, ça se casse la figure, tu auras largement le temps de laisser le dossier se poser, de rebondir, de construire, et de prendre une position intelligente à un moment pas bête. Regarde ici, ça s'est cassé la figure, ça a rebondi, c'est revenu, ça a tenu, et à un moment donné, t'aurais pu dire, j'achète plus ou moins là, j'achète, et t'aurais fait un bon mouvement vers le haut. On peut le prendre avec les dividendes, t'aurais été ici, tu vois, 51, t'aurais fait un x3 avec les dividendes inclus, sur une période de temps. Alors attention, c'est des dividendes réinvestis, hein, qu'on soit d'accord. Enfin voilà, mais il faut savoir vendre, faut faire de la macro un peu, hein, voilà. Donc, pas d'intérêt sur Altarea, même si, alors c'est de l'immobilier, c'est de la construction immobilière. Moi, je suis plutôt intéressé par un autre pan de l'immobilier qui me paraît totalement décoté. Il va commencer à m'intéresser beaucoup plus, mais je ferai une vidéo bientôt. Tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que je fais, eh bien écoutez, je vous invite à faire qu'une seule chose, c'est à vous abonner et à mettre une cloche pour les vidéos qui suivent. Et vous verrez qu'il y a plein de choses intéressantes. Je rappelle quand même qu'on avait fait un super coup sur les crypto-monnaies et tout le monde marionnait et finalement c'était le point bas. Voilà, donc voilà, sur Altarea, je suis désolé, on peut pas faire plus que ce que je viens de te dire. On va enchaîner avec un autre dossier qui est assez qui est adjacent à ça, mais qui est un dossier qui m'intéresse beaucoup plus, qui s'appelle Argan.
Alors Argan, sur longue période, bon, on sait que c'est un beau dossier, etc. Avec les dividendes, il n'y a pas trop d'intérêt, ça améliore les pentes, mais c'est tout. Et alors j'ai laissé, parce qu'on l'avait déjà traité, et j'ai tout laissé en l'état. On va le mettre à jour. Ce que je veux vous dire, c'est que l'analyse était plutôt pas mal, et elle reste toujours pas mal, à vrai dire. Pourquoi? Parce que j'avais tracé cette oblique ici, et elle a été travaillée longtemps. Ça a rebondi, ça a été chercher cette petite oblique que j'avais mis en pointillé, pas sûr, et à vrai dire, elle est assez valide maintenant. Donc du coup, j'enlève les pointillés et on la met, parce qu'elle a vraiment de la pertinence. Ça tapait là, ça tapait là, ça tapait ici, ici, enfin bref, elle est pertinente. Et donc ça fait boum, 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 ça fait bim, je casse. Et je suis en pullback. C'est-à-dire que là, à vrai dire, c'est plutôt un point de vente à mon goût techniquement. On est sur du mensuel, donc ça peut être invalidé, ce que je dis, il n'y a pas de souci. Et regardez bien ce que je vais faire. Je viens de prendre cette droite, cette oblique, et je viens de la dupliquer ici, et nous avons un point de contact parfait ici et ici. Donc je trouve que le graphe est particulièrement facile à comprendre, et ça c'est intéressant quand on fait de l'analyse graphique pour avoir des points d'entrée. Alors, je dirais quand même que Argan, alors qu'est-ce que c'est? Argan, c'est de la plateforme logistique pour des style Amazon, des choses comme ça, et ils louent ça. Donc c'est de l'immobilier, mais dans la logistique. Donc c'est assez intéressant. Moi, je trouve que c'est un dossier vraiment passionnant pour un tas de raisons. Et au niveau dividende, ça a un petit peu de peps, mais c'est pas plus intéressant que ça. Mais sur longue période, moi, je trouve que c'est un dossier qui peut être intéressant pour des investisseurs. Quand est-ce qu'il faudrait l'acheter? Bah, écoutez, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se faire des scénarios, et on est peut-être sur un scénario de fin de baisse, mais ça peut aller un peu plus bas, 45, c'est possible aussi, on verra bien. Donc pour moi, Argan, ça reste un dossier à surveiller, c'est pas le moment encore, faut surveiller les taux d'intérêt, faut surveiller un petit peu l'activité économique, faut faire attention à tout ça, mais Argan, pour moi, reste très sympa. On va aller voir en hebdomadaire s'il y a un truc à faire. Voilà, en hebdomadaire, j'ai laissé les petits bonhommes, alors vous voyez, j'étais négatif en dessous, j'ai eu raison, mais finalement, on va changer la place. On va mettre en dessous pour aller chercher en bas, hein, évidemment. Et puis, ça, c'est toujours valide. On va les laisser en place par rapport à ça. Et il y a quand même un point de friction assez important qui sera le 76. Donc, vous voyez, vous êtes au milieu du gué, finalement. Entre le point d'invalidation qui est 62 et 76, qui est la première friction. Je dirais même, on y est dessus sur une première aussi, là, 69. Franchement, c'est pas le moment de rentrer. Donc, je te laisse mettre tes points d'entrée. Si t'es pas d'accord, t'as bien raison de pas être d'accord. Hein. Je suis pas Jésus. Et tu fais ce que tu veux. Mais voilà, mon avis. Pour l'instant, je trouve que je suis pas trop mal dans cette analyse. Voilà, mon cher Eric. Et on va enchaîner avec Ruo, qui m'a donné une valeur très intéressante. Là aussi, on avait déjà analysé. On va faire une mise à jour qui s'appelle Genoa. Et Genoa, on avait fait un truc assez sympa. Alors pareil, j'ai laissé, histoire qu'on voit que je suis pas un devin, que je sais pas tout faire comme il faut. Mais j'avais deux options. J'avais l'option de ce grand range que nous voyons ici et de cette oblique. Cette oblique-là, elle a été plus ou moins pertinente. Elle l'est toujours parce que regardez bien, on casse. On revient dessus, on redescend, on va chercher le bas du range, on recasse et on revient dessus. J'agrandis, je recommence, on rebondit dessus, on rebondit dessus, je casse, je reviens, alors pas parfaitement, mais je retombe ici, je vais sur le bas du range, j'accélère, je retouche dessus et je rebondis. Donc, elle a du sens. On va la laisser même si c'est pas très propre. Par contre, celle-ci, elle est beaucoup moins intéressante, donc on va l'enlever. Voilà, on en retracera un autre jour si on voit quelque chose de plus sympa. Ce qui est, pour moi, Genoa reste un dossier super intéressant à plein de niveaux, fondamentalement. Voilà, c'est des gens qui font des petites souris pour les laboratoires, mais ils sont en train de travailler pour qu'il n'y en ait plus. Et donc, j'avais mis une zone d'achat dans ce coin-là, et on avait raison, donc c'est bien, je suis content. Un plan qui s'est déroulé avec intérêt, mais il n'y a pas beaucoup de volatilité, donc voilà, si tu achètes en bas à 3,60, t'es à 4,05. Bon, c'est 10%, c'est pas extraordinaire, je suis pas fan, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce couloir légèrement haussier est toujours respecté. J'ai envie de dire sur Genoa, il faut attendre des news, faut attendre. Mais en tout cas, il est moins bête d'acheter là que d'acheter ici. Voilà pour Genoa. Merci Ruo pour cette mise à jour. C'était très intéressant. On va regarder en hebdomadaire vite fait. Ah non, on est déjà en hebdomadaire, excusez-moi. Donc voilà pour Genoa. Voilà, j'en ai terminé avec les valeurs, et puis on va passer à une partie qui vous intéresse vraiment. Je sais qu'elle est très regardée, je le vois sur le rapport de YouTube. On va passer à l'indice PTDR, l'indice des pépites à trader de Ricardo, et on va faire des arbitrages encore aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et on va commencer par rentrer une valeur que j'ai signalée sur Twitter dès lundi sur le marché belge, puisque c'est la valeur Ecopac, dont je vais vous donner le graphe tout de suite, qui est ici. Donc Ecopac, très simplement, c'est dans un biseau. J'ai été acheteur en bas, 17,75, donc ça va être le prix d'entrée.
Et on est pas très loin encore, donc il y a encore de potentiel pour aller récupérer cet oblique ici, à mon avis, vers 20-30 à peu près. Et ça devrait travailler pour casser si ça fait le scénario que j'espère. Ce qui est intéressant dans ce que je vous dis, c'est que l'invalidation est très claire, elle est juste en dessous. Donc on a un plan d'invalidation, hein, les pépites, on les achète pas aveuglément, on n'est pas des fadas. Et on a un plan d'invalidation, voilà, donc par rapport à ça. Et Ecopac, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui fait du traitement d'eau. Et ce qui est très intéressant chez eux, c'est que je trouve qu'ils sont beaucoup plus proches de ce que je recherche comme typologie de valeur. Alors je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment tout un tas de critères qui sont assez diffus, qui font un environnement global, mais voilà, Ecopac, j'ai le sentiment que ça a l'air assez sérieux. Et les derniers résultats, les dernières choses que j'ai entendues sur la valeur me plaisent bien, donc on verra bien ce qu'elle donne. En tout cas, moi personnellement, je suis intéressé par ce dossier-là. On va rentrer dans les pépites, puis on verra bien ce qu'elle donne. On va faire un point plus général. Alors on sortira en même temps qu'on rentre. Ecopac, on va sortir Zaptec, qui est maintenant en tendance baissière long terme en tout cas, qui veut pas rebondir, qui part à la baisse. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et on sort et on encaisse les pertes sur le dossier, dans l'indice en tout cas, et on fera un point général sur l'indice beaucoup plus, une autre émission, parce que là elle est déjà bien longue, et on fera un point beaucoup plus rapide. On va faire un point sur l'ensemble des valeurs actuellement qui sont dans l'indice, avec le petit le petit listing que je vais vous donner tout de suite. Alors on voit que Ecopac elle a déjà 5% de plus que le prix de lundi, mais ce qui est intéressant, c'est que les 4 qui sont derrière, là, Gramcar, Northern Data ainsi que SFC et DOF, sont des valeurs qui sont rentrées il y a peu de temps, depuis la rentrée, depuis le crack, parce qu'il y a quand même eu un crack des small sur je dirais depuis août jusqu'à je dirais à peu près maintenant, et malgré le crack, vous voyez bien qu'on a une qui l'a subi, hein, c'est SFC Énergie. Je suis un peu déçu, mais bon, on va la laisser dans l'indice pour l'instant. Mais sinon, les autres sont partis à la hausse, et donc c'est quand même assez sympa d'avoir des valeurs qui ont plutôt bien performé ces derniers temps, et celles qui ont baissé ont pas trop baissé ces derniers temps, donc on va pas trop se plaindre de la performance vu la tendance sur les small et mid en cette année sur l'ensemble de l'Europe. J'avais fait une émission dessus, je vous rappelle. Voilà, donc vous avez les performances depuis leur entrée dans l'indice. Il y en a qui sont très anciennes, puisque voilà, Alphen, vous voyez, ça baisse Alphen, mais c'est encore très positif. Il y a Energy Compteur aussi, il y a Soitec, et puis Calray qui me taquine toujours. Mips qui semble vouloir repartir, et il y en a une qu'il faudra regarder techniquement, qui me paraît très intéressant, c'est Flatex, qui semble vouloir, qui a des envies de repartir vers le haut. Voilà, et puis bon, vous voyez qu'il y a encore la Française de l'énergie qui, elle, est toujours intéressante, qui est en train de congestionner, et la congestion peut ressortir vers le haut, donc on verra bien en ce qui concerne tous ces dossiers. Voilà, c'est pas le moment en tout cas des valeurs énergétiques, c'est pour ça que j'en parle pas plus que ça. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, et puis je vous souhaite un bon week-end. Je vous laisse 2-3 vidéos à regarder pendant ce week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez surtout pas à me mettre des nouvelles valeurs à étudier. Allez, ciao à tous, ciao.